Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Le sentiment de déclassement partagé par de nombreux Français est loin de se limiter aux professions les moins qualifiées. Les avocats très actifs dans la contestation du projet de loi refusent les nouvelles dispositions de la réforme des retraites. Et au-delà des avocats, il y a différentes professions qui aujourd'hui sont en colère, se sentent délaissées, et une France qui apparaît de plus en plus divisée. Mais de quelle division parle-t-on ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de François-Xavier Demours. Bonjour. Bonjour Guillaume Erner. Vous dirigez le think tank Destin commun et vous avez dirigé une étude intitulée La France enquête. Enquête, c'est en deux mots. Réconcilier une nation divisée. Tout d'abord, un mot, qu'est-ce que Destin commun ? Alors, Destin commun, c'est une organisation d'un genre un peu nouveau, dont l'ambition est justement de bâtir une société plus soudée, dont les membres sont convaincus que ce qui les rassemble est plus important que ce qui les sépare. Donc la question fondamentale que vous posiez précédemment, c'est est-ce que finalement on est de plus en plus divisé ou est-ce qu'on a la possibilité d'avancer ensemble ? C'est un petit peu la question centrale qu'on s'est posée, qui est à la fois à l'origine de cette enquête, mais aussi tout simplement à l'origine de cette organisation. Et lorsqu'on essaye d'avoir une réponse à ça, cette sensation qu'il y a de plus en plus de clivage, François-Xavier Demours en France, est-ce que vous l'avez retrouvé dans cette étude assez imposante produite par ce think tank ? On l'a retrouvé, mais on a surtout trouvé quelque chose qu'on voit assez peu, dont on parle assez peu en général, c'est une aspiration à la cohésion et à l'unité. C'est-à-dire que dans cette société, vous avez 83% des Français qui sont convaincus qu'il faut se serrer les coudes et affronter les problèmes ensemble. C'est-à-dire que nous vivons une période d'incertitude qui est profonde, dans laquelle les gens se sentent menacés, dans laquelle les gens ne se sentent pas nécessairement reconnus à leur juste valeur et à leur juste place, et où, d'une certaine façon, il y a une recherche de cohésion. Quand on se sent très menacé, on a tendance à se replier sur ces groupes d'appartenance, parce que ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des gens dont on partage les codes, ce sont des gens dont on a le sentiment que ce qu'on a en commun est très fort, et c'est effectivement une menace qui joue en faveur de la fragmentation. Mais alors, est-ce qu'il y a des valeurs communes ? Est-ce que ce sentiment de division, il repose sur des buts très différents, qui fait que les différents Français, puisque vous avez catégorisé les Français, est-ce que ces différentes catégories de Français, elles cherchent des choses radicalement divergentes, ou bien est-ce qu'il y a la possibilité de construire des buts communs ? Alors, 61% des Français sont convaincus que nos divisions sont surmontables et qu'on peut avancer ensemble. Il y a des buts communs. Par exemple, la protection de l'environnement, elle est considérée pour quasiment 7 Français sur 10 comme un enjeu qui pourrait nous rassembler par-delà nos divisions. C'est assez intéressant, c'est assez nouveau parce que ça casse une logique qu'on peut voir émerger, notamment dans d'autres pays comme les États-Unis, où c'est un sujet, le changement climatique, qui est extrêmement polarisant. Quand on allume la télévision, on peut se dire que les climato-sceptiques, on les entend, on les voit régulièrement, mais en réalité, il y en a très peu. Il n'y a pas d'éco-sceptiques en France. Donc, on a des possibilités comme ça de trouver des points communs. Mais bien sûr qu'il y a des divergences. Bien sûr qu'il y a des systèmes de valeurs qui sont radicalement différents. C'est-à-dire qu'il y a des aspirations qui sont très, très différentes. Lesquels, par exemple ? Quels sont les clivages les plus difficiles à résorber, selon vous, François-Xavier Demours ? Alors, toute la question, c'est de savoir si on prend une cause ou un symptôme. Vous prenez par exemple la question de l'identité. Aujourd'hui, vous avez 57% des Français qui sont convaincus que l'identité de la France est en train de disparaître. 43% qui sont convaincus que l'identité de la France se réinvente sans cesse. Dans les 6 familles qu'on a identifiées, on a deux familles. Les identitaires, d'une part, qui pèsent à peu près 20% de la population, et les laissés pour compte, 22% de la population, qui sont radicalement convaincus que l'identité de la France est en train de disparaître. À l'opposé, ceux qu'on a appelés les libéraux optimistes, qui représentent 11% de la population, et les militants désabusés, 12%, sont radicalement convaincus du contraire. Donc ça, c'est un enjeu qui est absolument majeur. Mais c'est un symptôme plutôt qu'une cause. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça dit deux choses. D'une part, la crise de l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des vraies difficultés aujourd'hui à se projeter. On ne sait pas où on va. Donc la question qu'on se pose, c'est avec qui on y va. Donc fondamentalement, quel est le socle, quelle est cette communauté de destin dans laquelle on peut se projeter ? Ça veut quand même dire, François-Xavier Demours, qu'il y a quasiment un Français sur 2, si on prend donc les laissés pour compte. Alors ils sont en colère, défiants, ils se sentent abandonnés, peu respectés, désengagés, donc 22%. Et puis les identitaires, plus âgés, conservateurs, déclinistes, nativistes, 20% des Français. Donc ça fait quasiment
42% des Français qui ne se sentent pas du tout à l'aise dans ce monde-là, dans cette France telle qu'elle évolue. C'est un risque, il y a un risque d'une communauté de destin identitaire qu'il faut avoir en tête, mais un risque n'est pas un fait. Et c'est aussi important de le marteler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 42% des gens qui veulent se barricader chez eux et ne plus être en contact avec les autres. Entre ces deux familles que vous évoquiez, il y a des différences et des divergences absolument fondamentales. C'est-à-dire que les laissés pour compte ont une aspiration qui est une aspiration à l'ordre juste. Si vous me permettez la petite blague qui va avec, c'est-à-dire que les identitaires, ils veulent juste de l'ordre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pour reprendre le bon mot de Laurent Fabius sur le sujet. C'est-à-dire que d'une certaine façon, comme ils se sentent délaissés, comme ils se sentent abandonnés, il y a un risque que leur colère contre le système, parce qu'ils sont fondamentalement contre le statu quo, se retourne contre les minorités ou se retourne contre les plus vulnérables. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir se définir, pour pouvoir se sentir appartenir à quelque chose, ils se rattachent d'une certaine manière à un ensemble, à une identité nationale qui leur sert d'identité par défaut. Mais alors, est-ce que ce ne sont pas des catégories, je vais mettre les guillemets nécessaires, de méchants, ceux qu'on a l'habitude de stigmatiser parce que ils sont contre le progrès, ils votent populiste, alors que ce sont peut-être eux les identitaires, ou je ne sais pas, les laissés pour compte, qui ont raison, François-Xavier Demoure. Je crois que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les laissés pour compte, typiquement, représentent assez bien le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire un mouvement où on cherche à faire entendre sa voix et où globalement on ne se sent pas à sa place dans la société. Dans le rapport, on a, vous évoquiez ces 6 familles de Français, on a essayé de les regrouper en 3 France qui racontent en fait 3 histoires différentes, 3 France qui évoluent en parallèle. La première, c'est ce qu'on a appelé la France tranquille, qui fait 30% de la population. Globalement, elle est très satisfaite ou plutôt satisfaite du modèle de société dans lequel on vit aujourd'hui. Elle se sent reconnue à sa juste valeur. Elle pense globalement que la démocratie fonctionne bien. Et elle est parfois un petit peu sourde à ce qui se passe ailleurs dans la société. La France des oubliés, dont fait partie les laissés pour compte, elle est plutôt en général assez invisible, on ne l'entend pas. Si vous prenez par exemple les laissés pour compte, 29% d'entre eux disent que leurs convictions politiques sont importantes dans leur identité. Ce n'est pas quelque chose qui est central. En revanche, ce qui est central chez eux, c'est la volonté de se rattacher, j'allais dire, à un collectif dans lequel ils se sentent à leur place. Les identitaires, en réalité, ils sont plutôt dans une forme de ping-pong avec une autre famille qu'on a identifiée, qui est celle des militants désabusés. Et leurs 2 approches sont très polarisantes. C'est eux qui polarisent le débat public essentiellement sur des questions d'identité, parce qu'ils ont 2 visions très cohérentes, très intransigeantes parfois, et très radicalement opposées de ce qu'est une communauté de destin. Bon, ben là, vous dites qu'il y a 3 France, en tout cas 3 grandes familles. Jadis, il y avait un président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui expliquait qu'on pouvait réunir 2 Français sur 3. Aujourd'hui, semble-t-il, c'est très compliqué de s'adresser à 2 catégories de Français sur ces 3, si on suit votre découpage, François-Xavier Demoure. Oui, alors la question c'est parler d'un terrain commun, puisqu'en fait c'est ça qu'on cherche à faire émerger aujourd'hui, c'est-à-dire dans la société, comment est-ce qu'on se sent appartenir à la même société, au même collectif. Il faut faire attention à ne pas prendre ça pour une illusion du consensus, pour reprendre une expression qui est celle de Chantal Mouffe, c'est-à-dire cette idée qu'on peut rassembler 3 Français sur 4 dans une forme de consensus mou qui serait l'avenir de la démocratie. C'était très à la mode au début des années 2000. On a réussi à le faire jadis. On le fait. Le problème, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec ça, le problème c'est qu'on a la sensation qu'aujourd'hui, précisément, il est compliqué de réunir, par exemple, plus d'un Français sur 2. Les majorités sont plus complexes parce que les attentes et les aspirations sont différentes. Mais si vous regardez dans le fond ce que disent les gens, c'est que par exemple, il y a un attachement profond à la redistribution dans ce pays. Il y a un attachement profond aussi à l'État et à ses missions de service public. L'État, ça reste la colonne de la nation, la colonne vertébrale de la nation. On est quand même dans un pays où c'est l'État qui a fait la nation. C'est-à-dire que l'État est garant et reste garant de la communauté nationale. Donc, quand les missions de service public sont affaiblies, c'est évident que la cohésion est beaucoup plus difficile. Il y a peut-être un attachement à l'État, mais alors dans ces conditions, comment expliquez-vous que cet État soit si difficile à financer ? Je veux dire par là que dans toutes les catégories de Français qui sont en colère aujourd'hui, s'ils sont en colère, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une question de financement des retraites, financement de l'investissement, financement de l'activité. Je pense par exemple aux profs ou aux enseignants-chercheurs, François-Xavier Demoure. Je pense que la question à l'origine d'abord, dans la situation dans laquelle on est, c'est une question de dialogue et de capacité à engager le dialogue. C'est-à-dire que
On pense beaucoup que la crise de la représentation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ou les mouvements qu'on vit aujourd'hui, sont d'abord des crises fondamentalement d'efficacité des politiques publiques ou de Mhm. choix de financement, etc. Bien sûr que ce sont des facteurs qui sont absolument centraux, mais ce que nous, on a vu émerger dans les échanges qu'on a pu avoir avec les Français qu'on a rencontrés, puisque cette enquête, c'est une enquête qui est longue, qu'on a faite sur un an, c'est un projet de long terme, où on a fait à la fois du quantitatif, c'est-à-dire une enquête d'opinion, un sondage en ligne avec l'Institut de sondage Kantar, mais aussi ce qu'on appelle des groupes de discussion. On a rencontré chacun de nos segments plusieurs fois. Ce qu'ils nous disent fondamentalement, c'est qu'il y a un problème de dialogue, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se parler. Et d'une certaine façon, on n'arrive plus à se faire entendre. Vous avez 8 Français sur 10 qui considèrent que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme eux, quelles que soient les familles auxquelles ils appartiennent. C'est-à-dire ce sentiment qu'il n'y a pas de responsivité de la part des politiques. Responsivité. Oui, le terme est un peu compliqué, mais c'est-à-dire, en fait, de ne pas être d'une certaine façon entendu. C'est-à-dire que avant de se poser la question de savoir, ou avant de poser la question aux politiques de savoir ce qu'ils peuvent faire pour eux, la question aujourd'hui qui est centrale, c'est est-ce que vous me comprenez ? Et puis alors, il y a des questions, c'est très clair dans votre étude, François-Xavier Demour, où les Français, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux, il y a de vrais clivages. Alors par exemple, sur le travail, si on demande aux Français, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, il y a 50% des Français qui sont d'accord avec cette affirmation et 50% en désaccord. C'est ce qu'on appelle un vrai clivage. C'est un vrai clivage en 50-50. Mais si vous regardez justement ce rapport et les familles qu'on a identifiées, ces clivages sont un peu plus complexes que ça. C'est-à-dire que les militants désabusés, qui représentent aujourd'hui une part importante des gens de gauche, Mhm. qui sont sensibles essentiellement à la question des inégalités, qui voient sensibles à la question du changement climatique et qui voient la société comme un rapport de force entre dominants et dominés, ils sont 82% à dire que non, un chômeur ne peut pas trouver du travail s'il le voulait vraiment. À l'inverse, cette famille... C'est ce qu'on appelle un marqueur de gauche. C'est un vrai marqueur de gauche. À l'inverse, effectivement, on a les libéraux optimistes qui sont de l'autre côté, qui sont 73% à penser le contraire. Ce qui veut dire que on considère du côté de la droite qu'il y a des gens qui peuvent être considérés comme des assistés, du côté de la gauche que les assistés sont en réalité des personnes qu'il faut aider. Tout à fait, mais vous avez aussi parfois fondamentalement des ambivalences, c'est-à-dire que c'est normal d'une certaine manière d'avoir des désaccords. Peut-être qu'il faut insister aussi sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'une société sans désaccord, c'est pas une démocratie. Une société qui parle de manière univoque, c'est pas une démocratie. Le problème, c'est quand les désaccords se transforment en détestation. Et aujourd'hui, dans la polarisation du débat public qu'on connaît, notamment d'un point de vue médiatique, on a le sentiment que le moindre désaccord, parce que précisément on n'arrive pas à se faire entendre, se change en détestation. L'autre devient un ennemi. L'autre devient quelqu'un avec lequel il est plus possible de faire des compromis, de trouver des équilibres. Est-ce que c'est vraiment nouveau, François-Xavier Demour? Avec cette intensité-là, oui, notamment quand ça se joue sur des questions d'identité. Comment Ça, vous le mesurez cela ou qu'est-ce qui vous paraît le plus évident dans cette manière de souligner la détestation de l'autre ou l'incapacité finalement de faire société, de trouver un consensus? Alors, on voit bien que, par exemple, dans les mouvements auxquels on assiste, les mouvements sociaux auxquels Mhm. on assiste depuis aujourd'hui, depuis 4 ans, puisque vraiment le gros démarrage, ça peut être les mouvements autour de la loi travail, où les protestations sont sorties, j'allais dire, du lit habituel Alors que des François Hollande négociations. était président de la République. Alors même que François Hollande était président de la République, donc c'est pas nécessairement qu'une question de couleur politique, c'est qu'il y a une difficulté à justement à verbaliser, à exprimer ses désaccords. L'image que j'utilise souvent pour parler de la politique, c'est pendant très longtemps, on a été sur un terrain de foot où globalement les règles sont à peu près les mêmes. On a des équipes qui s'affrontent, ça peut être dans un tournoi, mais au moins on est à peu près d'accord sur qui gagne le match à la fin. Aujourd'hui, on est plutôt sur une piste d'athlétisme, c'est-à-dire que précisément chacun court dans son couloir et reproche à l'autre de ne pas courir correctement ou reproche à l'autre de ne pas courir de la façon dont il voudrait qu'il court. C'est-à-dire que ça devient plus difficile de trouver ou de trouver des points d'accord sur des règles. On le sent bien. Alors, malheureusement, il y a un sujet où là, il y a des fortes majorités. En tout cas, on retrouve 2 Français sur 3. Certains diront que ces sujets sont des utilisations de boucs émissaires. Alors, sur l'islam, par exemple, lorsqu'on demande aux Français, je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'une mosquée soit construite à proximité de chez moi, eh bien, 2 tiers des Français sont en désaccord. Ils ne veulent pas de mosquée à côté de chez eux. Et puis, 2 tiers des Français considèrent que les immigrés sont considérés comme prioritaires par rapport aux Français en matière d'aide sociale.
Oui, avec en fait quelque chose de fondamental, c'est que le débat sur ce sujet-là est beaucoup tenu par deux groupes qui ont des visions radicalement opposées. Celle que j'évoquais, les militants désabusés d'une part, les identitaires d'autre part, ont deux visions radicalement différentes sur ces deux grands enjeux-là. Mais au milieu, vous avez beaucoup d'ambivalence. C'est-à-dire que d'une certaine façon, les gens savent pas nécessairement ou n'ont pas nécessairement des opinions très constituées. On a toujours l'impression que le débat est fait en deux camps. C'est vrai sur les plateaux de télévision, c'est pas nécessairement vrai dans la société. Oui, mais d'un autre côté, si on suit votre raisonnement, ça veut dire que finalement, il est plus payant pour un politique cynique de parler d'islam que de parler de social. Le social, c'est ce qui rassemble. Oui, mais vous pouvez chercher aussi le clivage pour tenter, par exemple, d'attirer 2 tiers des votes sur vous. Vous pouvez faire ce choix-là. Et d'ailleurs, on rencontre beaucoup de politiques de tous bords à qui on répète régulièrement qu'aujourd'hui, s'ils veulent recréer du commun, il faut plutôt mettre l'accent sur ce qui nous rassemble que ce qui nous différencie. Parce que précisément, il y a aussi une très grande fatigue dans la société de débat sur ces questions de clivage. 89% des Français trouvent que le débat public est de plus en plus agressif aujourd'hui. L'autre point qui me paraît particulièrement frappant, c'est que la première préoccupation des Français, c'est la question du pouvoir d'achat, une question qui est finalement plus importante, plus prégnante que le système dans lequel on vit, le mode d'organisation de la société, François-Xavier Demoure. Mais parce que le pouvoir d'achat, c'est la reconnaissance aussi de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Tout le monde, vous prenez la question du pouvoir d'achat seul, c'est d'abord quelque chose qui est très fort, par exemple, chez les laissés-pour-compte. C'est leur première des préoccupations. Mais dans le fond, ce qui est en jeu, et la première valeur, et d'ailleurs qui est une valeur commune aux Français, c'est la question de la justice. C'est-à-dire, est-ce que je suis reconnu à ma juste valeur ? Est-ce que ce que je fais est aussi reconnu à ma juste valeur ? C'est une question matérielle, évidemment, mais c'est aussi une question plus largement de valeur partagée. François-Xavier Demoure, vous restez avec nous. La France en quête, réconcilier une nation divisée, c'est ce rapport dans lequel on trouve beaucoup de renseignements extrêmement intéressants sur l'état de la France. Et précisément, dans quelques instants, à 8h20, nous accueillerons Christiane Ferralchoul. Elle est présidente du Conseil national des barreaux et elle va nous parler d'une colère en particulier, celle des avocats. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Ils parlent tous de la réforme des avocats, ça parle mal. 2020, c'est pas la grande forme, venez pas nous saper le moral. J'ai vu que la retraite est à la mode, Macron en marche, qu'est-ce qu'il m'énerve. Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe, même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond ça vaut le coup. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera. Balance ta robe, nous n'oserons pas chanter. Il y a une certaine créativité en France en ce moment, beaucoup de chansons, de films qui sont tournés, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Christiane Ferralchoul ? Je rappelle que vous êtes présidente du Conseil national des barreaux. Merci d'être avec nous. Il faut nous dire ce qu'était cette chanson. Bonjour, eh bien écoutez, vous voyez des avocats qui savent chanter, ils savent aussi danser, ils savent s'amuser. Non, ils sont très inventifs. Ils sont inventifs, mais je crois qu'ils sont aussi un peu en colère. Ils sont très en colère. Ils sont très en colère parce que la réforme de la retraite, c'était la réforme de trop. Pour une profession qui est pressurisée par les réformes successives, en particulier la dernière réforme de la justice qui est entrée en vigueur à pas forcer le 1er janvier dernier, alors même qu'on recevait encore des textes d'application en décembre. Le 22 décembre, on avait encore des décrets. Mais alors, en quoi sont-ils plus en colère que les autres Français avec la réforme des retraites ? Qu'est-ce qui rend spécifique finalement la caisse de retraite des avocats et en quoi allez-vous être particulièrement frappé, selon vous, par cette réforme ? Parce que les avocats sont les seuls à avoir un régime autonome de base et un régime autonome complémentaire.
Donc, d'une certaine manière, on a 2 fois plus de chemin à faire Mhm. que les autres. L'impact économique va être très lourd. Donc, on a regardé évidemment le régime universel et les thèmes de l'égalité et de la solidarité qui sont associés à ce régime universel. On les entend et on les comprend. Sauf que dans le cas d'espèce, ça crée une profonde inégalité. On ne mesure pas que la fusion des libéraux avec les salariés et les fonctionnaires pose problème. Le libéral, il n'a pas la protection sociale du salarié, on n'a pas les 35 heures, on n'a pas les indemnités de chômage, on n'a pas toutes ces garanties, les congés payés et autres, et on n'a évidemment pas la garantie de l'emploi. Et alors ça va donner quoi concrètement? Et Qu'est-ce donc, que vous allez au perdre dans moins, cette... au moins 50% de la profession va être impactée par un doublement de cotisation. Aujourd'hui, on paye 14% sur l'ensemble de nos revenus nets et nous allons passer à cette fameuse tranche de 0 à 41 000 euros qui concerne au moins 50% de la profession à 28,2%, ce qui crée économiquement une situation difficile, qui est entendue par le gouvernement, qui essaie de réduire cet impact, mais on voit bien que l'impact va être extrêmement fort. Je rajoute une autre chose. Le libéral, il paye 100% de la cotisation, là où le salarié et le fonctionnaire ne payent que 40%, puisque c'est l'employeur public et privé qui paye 60%. Donc vous voyez que vous avez toute une série d'inégalités qui vont rendre très compliqué l'exercice et qui risquent de conduire à de la démotivation, voire à empêcher un certain nombre de personnes de poursuivre. Parce que ces libéraux-là ont presque 50% de taux de charge. Et avec cette augmentation, on va passer à un niveau qui rend économiquement impossible la poursuite de l'activité. Je vous parle des petites structures, je vous parle d'avocats individuels, je vous parle quand même d'une grande masse de personnes concernées. On entend en tout cas la colère. François-Xavier Demours, vous qui avez dirigé l'étude La France Enquête, on entend dans ce discours finalement la question des inégalités, de l'injustice. Comment sont-elles perçues ces catégories justement par les Français ? Alors, la question de la justice, en fait, c'est une valeur dans les valeurs fondamentales qu'on peut retrouver chez les Français dans le modèle de psychologie sociale qu'on a utilisé pour faire cette enquête et qui est un peu la spécificité de notre approche, essayer de cartographier un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens. Sans surprise, en fait, l'équité, c'est vraiment la valeur fondamentale des Français. Voilà, c'est ça qui met les gens en colère, plus que les inégalités. C'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir, parce que c'est un peu subtil, mais c'est important. Les inégalités, c'est une manière de parler, de parler de la réalité qui est notamment propre et qui est beaucoup portée par la gauche et par les gens de gauche. Mais vous pouvez avoir une demande aussi de ce qu'on a un peu appelé, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, donc qui est évidemment très différent de celui des avocats, et je ne veux pas mettre les deux sur le même plan parce qu'ils sont de nature différente et les revendications sont différentes. Mais cette fondation... Différente en un sens, non. Parce qu'il y a une demande de pouvoir d'achat. En fait, il y a une demande de justice. C'est-à-dire comment est-ce que, d'une part, on peut parler de justice en termes d'inégalité, ce que fait la gauche et ce que fait bien la gauche, avec son propre système, et comment est-ce qu'on parle de justice en matière de reconnaissance du mérite, de reconnaissance de l'autonomie, ou tout simplement en fait, d'équité, c'est-à-dire d'égalité de traitement de valeur. Maître Ferral-Schul, il y a quand même quelque chose d'étonnant là-dedans, c'est qu'on aimerait bien savoir d'où il vient ce régime de retraite. Vous avez un régime spécifique, le gouvernement dit qu'il faut en finir avec les régimes particuliers. Ce qui ne l'a pas empêché de créer plusieurs régimes catégoriels. Donc vous en voulez un de plus, en fait. On peut conserver le nôtre si on veut l'appeler régime catégoriel. On n'a pas de souci avec ça. D'où ça vient? Après la création du régime général en 1945, il y a tout de suite eu des régimes spéciaux et des régimes autonomes qui se sont créés pour tenir compte des spécificités. Et tous les régimes autonomes ont comme particularité de ne coûter pas 1 euro aux citoyens, pas 1 euro au gouvernement, et de s'auto-gérer. Donc, c'est parfaitement en phase avec notre système. C'est lié à l'indépendance des avocats. Et à l'époque, ça ne posait aucun problème. On a considéré qu'il était logique que les libéraux se prennent en main ce que nous avons fait avec les résultats. Mais
plus encore, on a pris toutes les mesures contraignantes qu'il fallait, quand il le fallait, pour percevoir les cotisations et garantir le paiement des pensions. Mais ça veut dire, maître, que vous ne participez pas à la solidarité nationale si vous faites votre cuisine dans Alors votre c'est coin. faux, c'est faux. C'est totalement faux parce que par la voie des compensations, on reverse environ 100 millions d'euros par an au régime déficitaire. Donc il y a un mécanisme qui existe, ce qui veut dire que chaque avocat paye environ 1400 euros à ce titre, sans contrepartie. Donc la solidarité, déjà, vous l'avez à ce niveau-là, par la voie de la compensation, ce qui veut dire qu'en 30 ans, pendant qu'on a constitué nos réserves, les 2 milliards, on a versé 1,7 Et oui, parce que vous avez une milliard. cagnotte de 2 milliards et vous Ce n'est soupçonnez... pas une cagnotte. Ce n'est pas une cagnotte. Ce Une ne sont pas des réserve. bénéfices. Eh oui, mais ce sont des provisions affectées au paiement des pensions, ce qui est totalement différent. Et vous Et puis la soupçonnez, solidarité, attendez, la solidarité, c'est aussi toutes les consultations juridiques qui sont assurées par les avocats. C'est aussi l'aide juridictionnelle qui est effectuée. Donc, qu'on ne vienne pas dire que les avocats ne sont pas solidaires. Et d'ailleurs, sur ce terrain, on avait tout de suite ouvert la porte en indiquant que s'il fallait revoir certaines règles, on était tout à fait disposé, mais qu'on pouvait fonctionner en paramétrique, qu'il n'y avait aucune difficulté. Vous soupçonnez, maître, le gouvernement de vouloir s'emparer de vos réserves. J'ai dit, votre cagnotte, ça vous a pas plu. Alors, au départ, certainement. Très vite, on a expliqué que c'était à nous, que c'était de l'expropriation pure et simple. Très vite, le président de la République et différents ministres se sont prononcés là-dessus. Donc, c'est bien des réserves qui restent affectées aux professions concernées. Nous ne sommes pas les seuls. Vous voyez, les médecins ont 5 milliards, les infirmières et les infirmiers ont 4 milliards. Donc, encore une fois, c'est le résultat des cotisations prélevées. Regardez, dans la presse, pas plus tard qu'avant-hier, on indiquait que pour les auteurs, on avait oublié de prélever les cotisations. Donc, c'est uniquement de la bonne gestion. Donc oui, de toute façon, dans les propositions du gouvernement, une partie de la proposition consiste à nous expliquer qu'on va utiliser nos propres réserves pour lisser et établir et créer de la solidarité interne. On n'a rien contre la solidarité interne, mais on est en train indirectement d'utiliser nos propres réserves pour résoudre une difficulté dont tout le monde a conscience. Maître, la profession d'avocat, c'est une profession à l'intérieur de laquelle il y a de profondes disparités, mais la moyenne des revenus des avocats est une moyenne importante. Elle se situe un peu au-dessus de 80 000 euros par an. Le revenu médian est de 44 000 euros. Alors, il faut expliquer ce que veut dire cette différence entre la moyenne et la médiane. Vous avez 50% de la profession qui se situe effectivement en dessous de ce montant. Donc, beaucoup de disparités, c'est ça que ça veut dire. Vous avez une disparité et c'est vrai que quand on parle de l'avocat, on parle toujours du ténor, de la plaidoirie, des séries américaines. Enfin, on voit bien l'avocat d'affaires. On oublie simplement, et la grève a permis de mettre cela en évidence, vous avez ce besoin d'accompagnement, de proximité de l'avocat. L'avocat qui se lève en pleine nuit, qui fait 3 heures de route pour une audition au commissariat, celui qui est désigné dans le cadre des permanences pénales, ce quotidien-là, dans des conditions difficiles, c'est une grande partie de la profession. Et cette partie-là, c'est celle, justement, qui sert cette justice dont on a besoin. Parce que dans un pays démocratique, ce droit du citoyen à la défense est fondamental. Il faut arrêter d'imaginer et de positionner l'avocat comme on le fait trop souvent. François-Xavier Demoure, une réaction. Oui, ce qui est sans doute assez nouveau dans le moment qu'on vit avec les grands mouvements sociaux qu'on est en train d'expérimenter depuis 4 ans, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on trouve une partie de la société qui, dans le fond, ne va pas si mal que ça, qui se sont assez intégrés au tissu social, descendre dans la rue et s'exprimer. Dans ce qu'on a appelé la France tranquille, qui fait dans votre étude. Dans notre étude, pardon, la France Enquête, qui fait 30% de la population, on a un groupe qu'on a appelé les stabilisateurs, qui représentent 19% de la population. Ce sont des gens qui sont plutôt des cadres de la fonction publique, etc., ou des avocats, etc. Ce sont des gens qui jouent un rôle fondamental parce qu'ils se distinguent surtout par leur engagement. Et typiquement,
c'est aujourd'hui lui qui est fragilisé. Le fait que les avocats descendent dans la rue, les avocats dont le métier est précisément de parler et de se faire entendre, n'arrivent pas à être écoutés, dit que la machine est grippée. Mais alors, justement, il y a quand même quelque chose d'étonnant parce que je parle face à Maître Ferral-Schul, les avocats, comme les médecins qui sont en colère, comme d'autres catégories, c'est très étonnant parce que c'est un peu le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron. Pourquoi vouloir les mettre en colère? Est-ce que sur le plan, cette fois-ci, de la stratégie politique, c'est quelque chose qui paraît à la fois pertinent et simple à comprendre, François-Xavier Demoure? Je pense que ce qui est important, et là encore ce qu'on répète à tous les politiques qu'on rencontre, c'est que le fait d'insister, d'avoir du mal, en fait, justement, à créer des conditions pour que le dialogue puisse exister, c'est une vraie difficulté. 49% des Français nous disent que leur France idéale, c'est une France où on s'écoute et où on se respecte les uns les autres. On peut avoir des désaccords, on peut très bien, effectivement, choisir de débattre d'une réforme universelle des retraites. Mais est-ce que les conditions de débat sont réunies? C'est la question aujourd'hui que vous posez, je crois. Maître Ferral-Schul, quand même, ça vous étonne pas parce que je ne dis pas du tout que tous les avocats ont voté pour tel ou tel parti, mais a priori, il y avait une volonté de la République en marche de s'appuyer sur certaines catégories, des professions libérales que vous incarnez. Vous comprenez pourquoi il y a aujourd'hui cette réforme et a priori les conséquences que celle-ci a sur vos finances? Alors, d'abord, je voudrais préciser que dans le collectif SOS Retraite qui s'est constitué, il y a 18 professions libérales. Donc, ça rejoint votre commentaire de tout à l'heure. Ensuite, comment on arrive à cette situation, cette crispation? On voit bien l'absence de concertation. Alors, c'est vrai que nos interlocuteurs disent en permanence concertation, mais en fait, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est le ressenti qu'on a. Alors, nous, on a commencé par je dirais des manifestations comme on sait les faire, c'est-à-dire invisibles, indolores, qui ne posent problème à personne et dont finalement tout le monde se fiche totalement. Le 5 décembre dernier, la journée justice morte n'a servi strictement à rien. Et vous évoquiez tout à l'heure les régimes catégoriels qui sont mis en place. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que quand les policiers se mobilisent, quand les aides-soignants se mobilisent, les pilotes de ligne se mobilisent, eh bien, finalement, ils se retrouvent autour de la table. Et nous, ça a été l'occasion d'annoncer effectivement une véritable grève avec SOS, avec ce collectif dont je vous parlais. Et c'est cette annonce qui a permis de dénouer et de commencer à discuter. Mais on a passé un an quand même à avoir des rencontres et on nous expliquait en boucle le régime universel. Sauf que nous, on disait, mais ça pose problème. Et d'ailleurs, les problèmes qu'on a signalés, le Conseil d'État, il y a 10 jours, le 24 janvier, le dit. On avait indiqué qu'il y avait des problèmes de sécurité juridique, que le financement n'était pas clair, que faire une loi avec des ordonnances pose problème. Vous savez, on sait de quoi on parle, parce que nous, la réforme de la justice, ça a été ça. Ça a été une loi avec une série d'ordonnances. Mais tant que nous, on le disait, on nous disait, vous ne comprenez pas. Donc, hop, on repartait dans un cycle d'explications. Et ensuite, c'était, vous êtes de mauvaise foi. Bon, on voit bien que c'est compliqué. Donc, tout ça crispe. Et finalement, voilà, il y a cette situation de blocage qui, j'espère, va être dénouée quand même là, ce soir. Il n'y a que des questions d'argent? Il n'y a pas que des questions d'argent, bon, il y a quoi je viens de vous le dire. Le régime universel... Non, mais en dehors de cette question des retraites, il y a aussi d'autres questions qui peuvent se poser. Par exemple, sur la manière dont le travail des avocats a été, disons, rendu difficile avec l'épisode des Gilets jaunes, puisqu'on en parlait, avec une situation qui est une situation malgré tout inédite en France. Quel regard en tant qu'avocate portez-vous sur cette situation, maître? Une situation où manifestement les gens ne s'écoutent pas. Vous évoquiez tout à l'heure cette catégorie finalement de personnes qui sont là pour mettre du liant. C'est vrai que les avocats sont très impliqués dans tout ce qui est médiation, les modes amiables de règlement. Ce qu'on constate, c'est que il y a du désordre, en fait. Du désordre, c'est-à-dire?
que ce soit les opérations des Gilets jaunes, que ce soit les manifestations dans tous les sens, on a quand même le sentiment que tout le monde s'exprime et veut... Oui, mais en tant qu'avocat, il y a eu énormément de garde à vue. Est-ce que vous avez pu faire votre travail dans de bonnes conditions? Si vous parlez de la période de grève... Non, je parle de la période des Gilets jaunes, encore une fois. de la période... Non, mais ça participe de ce climat d'agacement, de colère, de volonté, en tous les cas, pour nous, de mener notre mission comme on la comprend. On aime notre profession, on aime l'action de justice, et on a le sentiment qu'on a de plus en plus de lois liberticides. Lesquelles? On s'est battu. Prenons simplement l'exemple des cages de verre. On s'est battu pour dire que ce n'était pas normal. Il faut rappeler ce que sont les cages de verre. Les cages de verre, ce sont dans les nouveaux tribunaux. Dans les tribunaux, vous avez des glaces qui séparent le prévenu du juge, et il est parqué derrière. Et ce que nous avons indiqué, c'est qu'on l'entendait moins bien, et qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'écoute et de débat, on portait atteinte à la fois à la présomption d'innocence et que cela crée une situation anormale dans l'équilibre des rapports qui doivent exister. La justice, c'est cette capacité de pouvoir s'exprimer de part et d'autre. Alors cette décision, elle n'est pas récente, maître. Les cages de verre. Mais aujourd'hui, on a arrêté de retirer les cages de verre dans les tribunaux. Et nous, on se mobilise en permanence pour obtenir le retrait de ces cages de verre. Nous considérons qu'en termes d'image de la justice, la France, sur ce terrain-là, n'apporte pas une réponse satisfaisante. La fermeture d'un certain nombre de tribunaux, avec là aussi peut-être une différence de plus en plus importante sur la manière dont la justice est rendue à Paris et dans d'autres lieux, avec peut-être là aussi une situation contrastée entre les avocats. Est-ce que ceux qui sont dans des grandes villes et les autres sont situés sur des pieds d'égalité? Oui, ce que nous avons dénoncé, ce sont les déserts judiciaires qui risquent de se mettre en place. C'est aussi un accès à la justice plus difficile, le fait de devoir faire de la distance 2 heures de route pour accéder à la juridiction compétente. Oui, ça pose problème, et ça aggrave cette proximité avec la justice qui nous paraît importante. Vous savez, lorsque nous sommes rentrés dans le débat sur la réforme de la justice, on a eu 150 propositions qui nous ont été faites dans le cadre des chantiers de la justice. Nous avons validé 80% de cette réforme. C'est dire que les avocats étaient dans un mode vraiment d'avancer et de construire une justice réformée. Et cette réforme, on la voulait parce qu'on est conscient que la justice nécessite du progrès. Et puis, il y avait 20% qui nécessitaient soit des discussions, soit on y était opposé. Prenons l'exemple tout simplement de la Cour criminelle qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque c'était retiré aux assises une certaine catégorie de procès. Mais ces 20%, on les a retrouvés in extenso dans la loi, dans la réforme de la justice. Donc on voit bien qu'on rentre dans un processus où, alors même qu'on est moteur, alors même qu'on a envie d'avancer, eh bien, on se retrouve avec une justice qui nous apparaît dégradée et qui nous paraît aussi s'appuyer sur une volonté d'économie beaucoup plus que d'investissement. Et la justice, lorsque vous retirez tout le volet humain, vous perdez ce que vous indiquiez tout à l'heure, cette nécessité d'équilibre dans une société. Et ça, on a le sentiment de l'avoir perdu. Christiane Ferral-Schul, vous êtes présidente du Conseil national des barreaux. Les déclarations de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, par exemple, au sujet de l'affaire Mila, où il était question, en tout cas dans ses propos, on avait l'impression qu'il y avait des réserves dans son esprit lorsqu'elle entendait cette adolescente qui a tenu des propos non pas sur les musulmans mais sur l'islam. On pensait qu'il existait un
un droit au blasphème en France. Et puis, Nicole Belloubet a, semble-t-il, tenté de relativiser ce droit. L'avocate que vous êtes, qu'en pense-t-elle? Bien, moi, sur cette affaire, il me semble que la priorité doit être de s'occuper de la jeune fille qui a été quand même harcelée. J'entends qu'il y a eu des menaces de mort, d'atteinte à cette fille, et il me semble que le débat qui a porté sur ce que vous venez d'indiquer me paraît différent et en tous les cas pas prioritaire par rapport au fait qu'une jeune fille qui a 16 ans est menacée Mais il y a un aujourd'hui. débat Et il me semble, en droit il me français semble- sur le droit au blasphème? Alors, vous parlez de la liberté d'expression, et la liberté d'expression est un droit fondamental dans notre droit. Donc, la notion de blasphème, non, n'existe pas dans notre droit. Mais encore une fois, je suis étonnée de voir que ce soit la presse, que ce soit tous les débats, s'emparer de ce sujet, alors qu'il me semble que, encore une fois, l'urgence, c'est de s'occuper de cette gamine. François-Xavier Demoure, qu'est-ce que vous en pensez de l'affaire Mila, de la manière dont celle-ci a suscité des réactions de part et d'autre? Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on vit aujourd'hui sur la polarisation du débat public et notamment du débat médiatique où, d'une certaine manière, chacun est sommé de choisir son camp. Celui qui ne choisit pas son camp est en fait en réalité le vrai méchant dans ce genre d'affaires. Et vous l'évoquiez, la jeune fille elle-même se retrouve dans une situation qui est fondamentalement difficile. Je disais tout à l'heure, 89% des Français trouvent que le débat public est de plus en plus agressif. Il y a 2 jours, je crois, Cyril Hanouna fait touche pas à mon poste, où c'est Mila, pas Mila, où tout le débat Cyril est Hanouna, construit comme un ça. animateur de télévision. Oui, ce qui est et voilà, c'est cette tension-là qui devient de plus en plus insupportable en fait aujourd'hui dans le débat public où où on part tout de suite en fait dans un débat irrationnel qui correspond pas nécessairement à la réalité. Mais On peut souligner, pardon, que le cyberharcèlement est vraiment une réalité dans les lycées. Le Conseil national des barreaux a mené une opération avec le ministère de l'Éducation le 4 octobre dernier dans les lycées pour évoquer ce sujet. Je peux vous dire que dans chaque classe, il y a un cas de cyberharcèlement qui se révèle et qui se révèle à l'occasion justement de cette prise de conscience qu'ils ont des droits, qu'il n'y a aucune raison d'être agressés. Et en tous les cas, avec cette affaire, on voit qu'on a passé un cap de plus, et il me paraît important de défendre et de protéger cette jeune fille. c'est ça qui est étonnant, François-Xavier Demoure. Vous dites, voilà, finalement, les Français ne se parlent plus, mais aujourd'hui, ils ont des technologies pour se parler, les réseaux sociaux, et bien souvent, lorsqu'on regarde ces réseaux sociaux, eh bien, on se dit que si c'est ça la parole, le silence est peut-être préférable, non? Alors, surtout, il faut garder en tête que les réseaux sociaux ne sont pas le décalque exact de la réalité, c'est-à-dire que ça fonctionne comme des chambres d'écho de positions qui sont souvent les plus intransigeantes ou les plus agressives. C'est-à-dire que c'est l'état réel de l'opinion ou l'état réel de la société n'est pas représenté sur les réseaux sociaux. On a posé d'ailleurs la question à nos familles et aux Français, et ce qu'ils nous disent, c'est que globalement, à la fois, ils se félicitent de la possibilité d'expression que ça peut donner, et en même temps, ils s'inquiètent des impacts que ça peut avoir sur la tolérance et sur le respect des différences. Donc tout est dit. C'est-à-dire à la fois une opportunité, mais quelque chose qui ne correspond pas en fait en réalité à la complexité de la réalité. Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux, et François-Xavier Demoure, directeur du think tank Destin commun. Je renvoie à votre enquête, La France enquête, réconcilier une nation divisée. On trouve ça sur Internet.